Hier, Ouattara, grâce à comment il s'appelle, cet amphibien de chef d'État là, Burkinabé là, grâce à Blaise Compaoré, Ouattara a pu livrer la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il s'est positionné au Burkina pour livrer la guerre à la Côte d'Ivoire. Et on le sait, c'est pas moi qui le dis. Comment ces motos-là sont arrivés à Korogo? Oui, oui. Les motos étaient à la frontière, étaient vers Korogo, entre Korogo et le Burkina Faso. Comment ces motos-là ont été livrées à partir de Korogo? Comment les motos-là ont été livrées à partir de Korogo pour aller rentrer au Burkina Faso? Comment ces motos ont été livrées? C'est de la même manière, et il y a un rebelle qui a témoigné. Il a témoigné de la même manière qu'ils se sont positionnés au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est de la même manière, les gars, la procèdent. Et Ouattara n'a pas changé de fusil d'épaule. C'est de la même manière qu'il a combattu hier, grâce à, comment il s'appelle là, Blaise Compaoré. Ouattara a combattu la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il s'assoit en Côte d'Ivoire pour combattre encore le Burkina Faso. Pour combattre encore le Burkina Faso. Je vais vous mettre la vidéo ici. T'as de partager le live. C'est pourquoi vous dites de partager. Pas présenter trop de vidéos. C'est pourquoi vous dites de partager pour que ça sécurise le live. Voilà, partagez, sécuriser le live. Voyez-vous, 2 jours, vous ne pas partager les lives. Pourquoi on ne fait pas live? Osmo, tiaou. Partagez le live. Voilà, parce qu'on va rentrer en profondeur maintenant. On va rentrer en profondeur. Je vais vous présenter les trucs. Mais avant de vous présenter la vidéo, d'abord, je cherche la vidéo. Avant de vous présenter la vidéo d'abord, je vais vous montrer ce que Ouattara lui-même a dit. Je vais vous montrer ce que Ouattara lui-même a dit sur la rébellion. Ouattara a dit qu'il allait mener des enquêtes pour savoir pourquoi la rébellion a trop tué les Ivoiriens. Et qui était derrière ça. Ouattara l'a dit, c'est pas moi. Ok, j'ai trouvé la vidéo. D'abord, tu as besoin de seul web maintenant. Ok, d'abord, on va écouter Ouattara ici. J'ai déjà trouvé la vidéo sur YouTube. D'abord, on va écouter Ouattara ici. Il va nous dire ce qu'il pense de la rébellion. Voilà, il va nous dire ce qu'il pense de la rébellion. Et puis après ça, maintenant, on va continuer. Voilà, on écoute devant Ouattara ici. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre. Qui a organisé la rébellion, qui l'a financée? C'est ce que Ouattara dit, hein? On va réécouter encore. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts. Qui l'a organisé, qui l'a financé? Ok. Il y a un ancien rebelle qui est allé au Burkina Faso, il a fait des témoignages. La vidéo dit 54 minutes. Tapotez, partagez le live, sécurisez le live. On va écouter la vidéo. Voilà, et puis après, on va rentrer en profondeur. Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle tout simplement la vraie histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire. Alors, quand on introduit en parlant de la vraie histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire, systématiquement, la question qui reviendra sans doute dans l'esprit de nos téléspectateurs, de quelle histoire parlons-nous? Eh bien, de ce qu'a connu notre grand voisin, la Côte d'Ivoire, entre 99 et 2002. Et aujourd'hui, sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage, un invité exceptionnel. Il a écrit donc un livre sur le sujet. Il s'appelle Sanogo Ousmane Kader. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonjour, monsieur. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir donc sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Votre document, il est de 70 pages. D'abord, pour commencer l'émission, je voudrais qu'on fasse ce qu'on appelle une mise au point. Vous avez donc combattu du côté donc des rebelles en Côte d'Ivoire. Est-ce que votre document, tout ce que vous racontez, ce n'est pas un règlement de compte, c'est la vérité que vous voulez restituer? Oui, merci monsieur. Je pense que s'il s'agissait d'un règlement de compte... Draman, ce monsieur-là, tu le connais, non? Tu le connais? Mais ce qu'il a dit sur la rébellion, là, celui-même qui les a accompagnés, celui-même qui a pris l'initiative de la rébellion, là, mais il est encore une fois toi là-bas. Enquête à Tchèque plus. On écoute, c'est le même procédé, vous allez savoir. Après, vous allez comprendre pourquoi les motos là sont passées par la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre tout. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est pas humain et puis c'est pas responsable. Aujourd'hui, il y a un pays qui traverse, qui est sorti d'une crise, c'est ce que vous pensez, mais moi je sais que mon pays n'est pas sorti de la crise. Vous savez, on ne sort pas de 10 années de guerre comme ça, comme sorti d'un shawarma où on vient de manger. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas facile. Et je pense que mon pays encore va
inexorablement vers une autre crise. Si nous n'en prenons garde, nous nous trouvons aujourd'hui dans la même situation, je pense que où le Burkina était en 83, entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara, où l'un devait mourir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve malheureusement dans cette situation où Soro Alassane doit peut-être mourir. Parce que je ne vous dis rien. Vous voyez, vous attendez les échos et chaque jour, les relations, les trucs, le clivage politique, en tout cas, devient assez délicat. Les gars, s'ils ont signé la live, ça va me plaire. Pardonnez pas. Eh ouais. Pas c'est payant ou bien? Partagez la live là. Partagez ta potaille, c'est pas payant. C'est pas payant. Et si t'es au bar, je vais m'asseoir. Tout ça là pour faire truc. On peut se reposer aussi, mais si on vient et puis on le tue dans le truc constant. Vous voyez que je ne fais pas trop de vidéos. Si on est toujours constant, c'est parce que là, c'est pour vous, on fait ça. Mais quand vous dites de partager, c'est payant. Dans mon pays, et vous savez que ce que j'ai prédit lors de ma dédicace du roman Sidoya, et les gens n'ont pas voulu accepter cette triste réalité. Mon roman a même été censuré, mon roman a été bloqué, il y a eu des tentatives. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Je pense que j'ai raison. Et l'histoire ne retient que ces éléments importants. Et aujourd'hui, je pense que pour tous les observateurs sur le net et les journalistes ici au Faso ont compris que j'avais dit et j'ai dit la vérité. Parce que j'avais prédit la crise qui devait éclater entre Alassane et Soro le 28 avril. Et si vous allez sur le net, je crois, sur Burkina Info, il y a Burkina Ligne, vous allez voir encore ma déclaration qui prédisait ce soulèvement. Alors, de la publication de votre ouvrage, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire maintenant? Oui, vous savez, quand on sort d'une guerre, je vais dire en 2010, la guerre a éclaté en 2002. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est en 99 que ça a commencé. Mais si je décide maintenant d'écrire, c'est parce que j'ai constaté que malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et la crise est là, elle va bientôt éclater. Mais en tant que citoyen, en tant qu'humain, chacun de nous doit faire quelque chose pour sauver, en tout cas, son pays. Et je dirais même le peuple. Parce qu'aujourd'hui, les pays voisins aussi, si la Côte d'Ivoire est en feu, ça répercute un peu sur le Burkina. Alors, vous avez un parcours qu'on qualifierait naturellement d'atypique. Hein. Parlons de ce document de 70 pages que vous avez écrit. Oui. Alors, on voit les images les plus importantes de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Ibrahim Koulibaly, Henri Konan Bédié, et vous mettez la difficile situation d'Alassane Ouattara. Je voudrais qu'on parle de la genèse même de la crise liée donc à la rébellion en Côte d'Ivoire. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Et je dis... Les gars, pour ne pas interférer dans ce qu'il dit, ceux qui vont me saluer, s'ils font comme ça, sachez que vous saluez aussi. Ceux qui envoient des cadeaux, ils vont faire comme ça, sachez que vous saluez, voilà. Donc, il ne veut pas trop parler parce qu'il donne des trucs qu'il faut qu'on écoute, quoi, voilà. Même que je suis le père de la rébellion sans, en tout cas, être prétentieux. On parle de la genèse même de la crise liée donc à la rébellion en Côte d'Ivoire. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Et je dirais même que je suis le père de la rébellion sans, en tout cas, être prétentieux. Je vous explique pourquoi. J'ai été le premier citoyen sur Terre, Alassane Ouattara le sait. Je sais que votre émission, votre chaîne est regardée à travers le monde. Et ce que je vais vous dire va vous étonner, mais je suis le premier être sur la Terre qui a proposé à Alassane de créer une rébellion. Alassane a refoulé l'idée. Parce que et c'était en quelle année? Et c'était précisément le 17 avril 2000, quand Alassane me recevait. Il m'a reçu pour 1h30. Donc ceux qui disent qu'Alassane a créé la rébellion, c'est des affabulateurs. Et parce que je vous explique. En Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies, plus de 60 ethnies, mais nous avons au moins légalement 60 ethnies reconnues. Mais il y a un peu, démographiquement, au sud, ils sont chrétiens, au nord, ils sont musulmans. Moi, je suis du nord. Et quand la Côte d'Ivoire est allée en indépendance en 1960, Oufoué était le premier président. Moi, je suis descendant de Sékou Sanogo, qui s'est opposé à Oufoué, qui a été même candidat et qui a été député à l'Assemblée constitutionnelle française d'Outre-mer. Et après, il a perdu les élections pour être le premier président. C'est lui qui devait amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Donc, Oufoué a combattu tout ce qui était de Sékou Sanogo. Donc, ils n'ont pas pu émarger et c'est resté, ça a porté des séquelles. Donc, je ne dis pas que Oufoué n'a pas été un bon président. Moi, j'ai apprécié ce qu'il a fait pour le pays. Parce que la Côte d'Ivoire reste un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Et venons-en au fait. Mais on a constaté que malheureusement, après Oufoué, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Guy-Robert. Et après, il y a eu Babou. Mais tout cela était du sud et de l'ouest chrétien. Et en Côte d'Ivoire... Vous voulez dire que la rébellion de la Côte d'Ivoire est née d'une crise identitaire? Oui, une crise de double crise. Une crise identitaire et une crise religieuse. Et c'est très dangereux. Quand il y a une guerre, ce n'est pas bien à dire, d'accord, des conflits religieux sont très mauvais. Malheureusement, on en voit un peu au Nigeria, un peu, bon, c'est pas facile. Mais c'est ce qui nous a menés là où nous sommes. Les chrétiens du sud ne voulaient pas qu'un musulman du nord soit candidat. Je dis bien candidat même, à plus fort d'être élu.
revenez un peu aux élections de 2000. Il y a eu 9 candidats du Nord. Toutes les candidatures du Nord ont été systématiquement rejetées. Il suffisait de s'appeler Kone, Sanogo, Ouattara ou Diomandé, ta candidature était rejetée. Mais à partir de ce moment-là, monsieur, la loi n'est plus la loi. La loi, quand elle est impartiale, elle est valable pour tout le monde. Mais quand elle est partielle, vous rentrez dangereusement vers une crise identitaire, une crise religieuse. Alors vous dites clairement que vous avez été voir Alassane Ouattara en 2000, oui, vous avez proposé de créer une rébellion et il a refusé. Parce que moi je savais bien que, oui, regardez monsieur, en Côte d'Ivoire, il suffisait de s'appeler Ouattara, il suffisait de s'appeler Sanogo, et on pense que vous êtes un esclave. Et quand je dis un esclave... Esclave, le mot il est fort quand même. Non, esclave, le mot il est doux. Tapoter, partager le laïc. Dieu est sujet. Et les chrétiens, c'est-à-dire le Baoulé, l'Agni, le Bété, le Dida, pensaient que le Sénoufo est son esclave. Parce que c'est vrai, il y a eu la boucle du cacao au sud, le Sénoufo étant au nord, où on n'avait que le coton qui était malheureusement pas bien payé, et les cultures qu'on se nourrissait. Donc, nous allons vers le sud pour travailler où nous étions payés par an. C'est-à-dire mes grands-parents et nos parents. Et même jusqu'à moi, à mon temps, il y a des aînés qui sont allés faire des travaux. Maintenant, c'était plus à 15 000 l'année, c'était à 110 000, 100 000. Donc, le sudiste considère le nordiste comme un sujet, un esclave. Comme Hitler considérait les Africains comme des sujets, c'est-à-dire on devait nous donner des numéros A1, A2, A Z. Voilà. Donc, pour le sudiste, l'Ivoirien du Nord était un esclave, ne pouvait donc pas prétendre à être président un jour à la magistrature suprême, c'était quasiment impossible. Et vous avez cru que c'est pas la violence qu'on pourrait finalement amener? C'était pas la violence. Monsieur, la crise ivoirienne, je suis très fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et j'assumerai tout le nom de ma vie. On n'a pas à être fier tout de même après avoir eu je pèse mes mots parce que quand vous êtes dans un pays et qu'on ne veut pas appliquer la loi, mais la loi est faite pour quoi? La loi est faite pour sauvegarder l'unité dans un pays ou dans un lobby de terre. Regardez au Burkina. Oh, ouais. Quand vous voyez que l'œil baisse là, tapoter, quand vous voyez que l'œil baisse, tapoter, ça là, c'est quand c'est signalement comme ça. Quand ça baisse, les RDL sont en bas, ils commencent à signaler. Pourquoi quand vous construisez une maison comme en France, on met la porte? C'est vrai, c'est pas mesure sécuritaire. Mais le voleur, vous êtes d'accord avec nous, ou le tueur, il peut venir à minuit, vous casser ta porte et te tuer. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que simplement, il y a une loi, il y a une police qui dit que nul ne doit ôter la vie à l'autre. Et si tu le fais, on mènera les enquêtes et on va t'arrêter. Tu mouriras en prison et tes parents, voilà, qu'est-ce que va devenir ta femme et tes enfants? Mais quand malheureusement dans un pays on n'a pas ces lois, quelqu'un peut se lever tuer l'autre impunément, quelqu'un peut se lever empêcher l'autre d'être candidat. Mais monsieur, un pays sans loi est dangereux. On pourrait en parler, parce que là, on aborde là un point très important lié à l'actualité ivoirienne, mais je voudrais revenir sur la première question que je vous ai posée. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Oui, ça a été très simple, monsieur. D'abord, les faits, un jour, je me rappelle pourquoi j'ai proposé ça à Alassane. Je suis quitté dans un village à Thiers, en tout cas à l'épée, à Grand à l'épée, avec un ami à Thiers. Quand nous sommes arrivés à Djamé, on a été contrôlés par les forces de l'ordre. Un policier, il nous contrôlait. Bon, tu sais qu'on met les noms sur les trucs. Un policier m'invitait. Série. Maintenant, l'autre nom était, mais quand même long. Et il nous me contrôle. La Thiers montre sa carte qui était une attestation d'identité. Vous savez, quand vous perdez un document, même au Burkina, vous faites la déclaration de perte et vous allez faire une attestation d'abord. La vraie pièce peut mettre au moins 2 mois, 3 mois avant que... Excusez-moi les gars. Donc il dit série, il veut Gbagbo était au pouvoir. Pourtant lui il dit il a proposé à Ouattara de faire la rébellion en 2000. C'est-à-dire, on va continuer à décortiquer. De circuler. Et l'autre, il a la carte d'identité originale du pays, du Faso. C'est comme quelqu'un venait de Bobo Dioulasso et l'autre de Ouaga, Moré et Dioula. Et le policier s'énerve dès qu'il a pris ma pièce, il dit oui, ce sont les envahisseurs là, c'est vous qui venez, qui voulez prendre notre pays. Mais à partir de ce moment-là, en 99, Alassane avait déjà fait irruption sur la scène politique en 94, 95, en créant son parti, bien étant au FMI. Donc, il suffisait de s'appeler San. Donc Alassane a créé son parti. D'accord. Excusez-moi, il ne parle plus. Pour Koulibaly, Touré, tu étais traité systématiquement d'étranger, de Burkinabé, de Malien, et tu étais traité comme tel. On pouvait te fouiller et puis t'enlever, même si tu as 500 000, sur toi 300 000, on t'enlève, on te bastonne et puis voilà, va te plaindre où tu veux. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que jamais nous ne pouvons être candidats si nous ne prenons pas les armes. Et vous êtes d'accord avec moi, quand nous avons créé cette rébellion avec IB, et quand nous avons combattu pour qu'Alassane soit candidat, il a fallu au moins 12 rencontres de sommets, de crises. On a commencé par le Sénégal, on allait au Ghana, du Ghana on allait au Marcoussi. Ce n'est qu'en Afrique du Sud que Gbagbo a accepté la candidature d'Alassane exceptionnellement. Il pouvait se présenter uniquement aux élections de 2010. S'il échouait, c'est-à-dire la loi ne le permettait plus d'être candidat. Mais écoutez, et j'avais dit ça à Alassane, j'ai dit qu'il aura, la crise aura, moi j'ai eu la chance
d'avoir des connaissances. Nous sommes africains. Chaque pays a ses spécificités. Regardez, je vous parle de quelque chose que tout le monde sait, important. Et quand je dis je suis spirituel, il y a d'autres personnes le savent, et Alassane même le sait. Attendez, excusez-moi, ça me dérange. On va revenir dessus, pardonnez. Je vais vous montrer un petit truc et puis on revient dessus, s'il vous plaît. Aïssa Bari. Aïssa Bari. Mamadou Koulibaly, là, il est quoi? Il est du nord ou bien il est du sud ou bien il est de l'est ou bien il est du centre? Dites-moi, Mamadou Koulibaly, s'il vous plaît, mettez en commentaire. Mamadou Koulibaly, il est quoi? Il y a un truc que je jouer d'abord, vous allez prendre conscience de ça et puis on avance. Là, il ment trop. Mamadou Koulibaly, il est quoi? Oh, écrivez, vous êtes là. Vous êtes là dans la détente, les gars. Mamadou Koulibaly, il est quoi? Il a dit non. Merci, Maman Didier. On va écouter Mamadou Koulibaly ici. La Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre, il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Oufoué l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur la liste électorale du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créé un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara. Avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Merci, Mamkoul. On va revenir, hein. On va revenir. On s'en va encore chez le gros menteur. Alors, on s'en va encore chez le gros menteur et puis on revient. Donc, on retient ce que Mamadou Koulibaly a dit non, hein. D'accord. On retient. Après, on va aller écouter l'autre là, le député de truc là. Lui qu'ils ont tué là. Il s'appelle comment même? Lui qui était au forum de réconciliation là. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Lui qui est au forum de réconciliation là. Et qui dit que Ouattara est burkinabé, il a dit là. Vous rappelez pas? Ben Soumaoro. Après on va écouter Ben Soumaoro. Il a dit non aussi. Il va dire. Voilà, on continue. Pays assez spécifique. C'est-à-dire la loi ne le permettait plus d'être candidat. Mais écoutez, et j'avais dit ça à Alassane, j'ai dit qu'il aura, la crise aura, moi j'ai eu la chance d'avoir des connaissances. Nous sommes africains. Chaque pays a ses spécificités. Regardez, je vous parle de quelque chose que tout le monde sait, important. Et quand je dis je suis spirituel, il y a d'autres personnes le savent, et Alassane même le sait. Merci Dieu pour le partage. Regardez la France, l'Europe a connu l'Inquisition. L'Inquisition c'était quoi? À un moment donné, les Français, les Européens ont constaté qu'ils ne bougeaient pas. Ils ont décidé de tuer les sorciers. Et il y a eu l'Inquisition où on a mis à mort tous ceux qui étaient sorciers. C'est vrai, il y a eu des innocents qu'on a tués, mais ce n'est qu'après le XVIIIe siècle que l'Europe a décollé. Et il y a eu un savant qui a créé d'abord le bateau, le moteur du bateau, et ensuite il y a eu l'avion. Il y a eu aux États-Unis, c'est vrai, ainsi de suite. Alors, non, c'est important. L'Inquisition a permis à l'Europe de décoller. Donc, chez nous, ici, il y avait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, puis les gens disaient que c'est un wadiou, un musulman, un prédicateur. Moi, je ne le suis pas, c'est lui qui a rencontré. Mais lui, il m'a dit qu'il était un ange. Il m'avait prédit toute cette crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Et nous allons arriver à une crise identitaire et ethnocentriste parce que c'était inévitable. C'est pourquoi je l'ai proposé à l'Assemblée. J'ai dit que d'abord, nous allons combattre pour que tu sois candidat. Et quand tu seras élu, Babou va dire qu'il a gagné, qu'il ne va pas quitter le fauteuil. Toi, tu vas dire que tu as gagné. Il aura une autre crise. Et avant, c'est la force qui va te permettre de t'asseoir sur ce fauteuil. Alors, avant de continuer votre narration, il est important de préciser, vous et Alassane Ouattara, qu'est-ce qui vous lie pour que vous ayez cette facilité pour lui raconter tout ça? Non, il n'y a pas eu de facilité. Moi, je n'ai pas rencontré Alassane facilement parce que je savais qu'Alassane allait venir au pouvoir par quelqu'un que tout le monde prédisait qui était son ennemi. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y avait que deux. Il y avait quelqu'un qui a trahi Alassane, qui était Adama Koulibaly, parce qu'il est rentré au gouvernement de Bédia en 99. Et c'était passé en avril 90, en février 99, et il y a eu le coup d'État en décembre. Merci beaucoup. Vous comprenez? Et Alassane m'a reçu en 2000, avril 2000. Et il y avait Bédia. Ils l'ont reçu. Ah, vous avez compris ce qu'il a dit? Ouattara l'a reçu en avril 2000. Babo n'était pas encore candidat. N'était pas encore candidat même pour dire qu'il va être président. Écrivez ça, quelque part, vous avez une feuille qui va écrire pas. Babo n'était pas encore candidat pour dire qu'il va être président en 2000. Et c'est là Ouattara l'a reçu, il a dit à Ouattara, il faut qu'on crée une rébellion.
Vous avez compris, hein? C'est qui est au pouvoir. Et là, il a dit à Ouattara, il faut qu'on crée une rébellion. C'est la rébellion même là, c'était pas pour le président Gbagbo. Et IBM va nous dire ça après, on continue. Et non, il m'a reçu en tant que spirituel. J'en viens. Je suis allé voir, j'avais mon frère, mon cousin qui travaillait avec le ministre Adama Coulibaly. Je suis passé par lui pour l'expliquer. Il dit, ah, j'ai une vision que Dieu a permis que je vois. Bon, par un ange, il dit que voilà, Alassane sera président, mais en 2010, que c'est Babou qui sera président pour 10 ans. Et après, Alassane va venir. Mais voilà, voilà. Et c'est comme ça, le ministre m'a introduit auprès d'Alassane. Alassane me recevait avec le ministre et mon cousin. Il est toujours vivant. Le ministre. Ça veut dire que les témoignages sont là. Oui, Adama est vivant. Bien sûr, et après, Alassane a demandé à me recevoir en aparté. Nous sommes restés deux. Et je lui ai relaté tout ce qu'il savait à venir. Et heureusement, bon, Alassane n'a pas quand même accepté ma proposition de créer cette révolution. Et j'en ai discuté après avec IB. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais l'affirmer ici, c'est moi qui ai proposé à IB que nous n'avons aucune autre sortie, aucune autre issue en Côte d'Ivoire sans les armes. IB m'a dit, bon, je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. Il dit, si c'est ça, lui, il est prêt. Parce qu'il avait trop de déboires après le coup d'État de 99. IB a conduit qu'il était écarté du groupe petit à petit par Bouka Yapi et Guy Robert, que Guy veut être candidat. Que ce que je dis est tellement vrai. Mais comment il allait procéder, il va réfléchir. C'est ainsi qu'il a réfléchi. Il avait un émissaire, un ami dans l'armée burkinabé qu'il a introduit près de Blaise. Donc, IB était d'abord venu au Burkina. Un week-end, il a croisé le président. Il est reparti en Côte d'Ivoire. Et quand Guy l'a affecté à Ottawa, il prend l'avion, il descend en France, il ne prend plus le vol qui lui permet de rallier les États-Unis. Il prend un vol, il vient au Burkina. Alors, et voilà comment va naître la rébellion. Alors, donc, on comprend ici, nous tous on comprend ici que la rébellion naît à cause de Guy, pas à cause du président Gbagbo. On est d'accord? On continue. Ça veut dire qu'il y a eu des contacts à Ouagadougou et en Europe pour que la rébellion puisse voir le jour. Oui. Il est important de préciser à cette étape de votre intervention qui ont constitué le premier noyau de la rébellion en Côte d'Ivoire. Le premier noyau de la rébellion en Côte d'Ivoire, vous vous demandez qui a créé ou il y a le premier noyau. Le vrai noyau, parce que vous avez dit que vous avez proposé à Alassane Ouattara en 2000 de créer une rébellion. Il n'a pas accepté cette idée, oui. Mais quelques semaines plus tard, la rébellion a fini par voir le jour. Oui, la rébellion est née sous la conduite d'Ibrahim Coulibaly, dit IB Major. Qui n'est plus de ce monde. Oui, il n'y a pas deux pères de cette révolution. Dans tous les cas, vous ne me connaissez pas, c'est pas aujourd'hui, mais vous avez toujours entendu ce nom. Et sous d'autres, peut-être, prononciations, certains ont dit, même quand il quittait Ouaga et se fait arrêter en France, les médias en ont parlé, les gens marchaient en Côte d'Ivoire pour qu'il soit libéré. RFI est revenu largement qu'il avait fait le coup d'État de 99, etc. Mais on ne peut pas faire tout ça et ne pas pouvoir créer une rébellion. Donc j'affirme ici que Soro n'est pas le créateur de cette rébellion. Mais comment Soro est arrivé finalement à être le premier? Ah, les Soroïstes, vous voyez la vidéo, hein? Il dit Soro n'est pas le père de la rébellion, c'est IB. Donc on continue. Responsable de cette rébellion à un moment donné de l'histoire. IB cherchait des gens qui pouvaient être capables de mener ce combat. Donc, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas mener une guerre avec les armes seulement. Il faut une guerre médiatique. Donc, il fallait quelqu'un pour jouer ce rôle, c'était Soro. Donc, il a réfléchi, il dit, voilà, un jeune qui a été président du syndicat étudiantin, la FESI qui pouvait, il a contacté Soro, Soro a donné son OK. Et Soro était très bien. Moi, j'ai dit à IB, Soro, il est bien, mais attention, il doit avoir des ambitions. Il dit non, il est jeune et puis il ne peut pas, que peut-être que s'il trouve à manger, voilà, le reste, il va se taire. Il va mener le combat après nous, après Alassane. Et que voilà, il pourra un jour avoir des ambitions, mais il ne le pense pas. Dans votre document, vous revenez également sur le financement de la rébellion en Côte d'Ivoire. Qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire? L'armement transitait par quel pays? Parce qu'à un moment donné, le Burkina avait été cité aussi. Oui, monsieur, oui, il a déjà largement expliqué. La rébellion a été financée que par Kadhafi. Il n'y a pas de financement. D'accord. La France n'a pas financé cette rébellion, ni Alassane Ouattara, ni Gbagbo, ni Béti, comme Sidiki Konaté l'a affirmé. C'est de la fabulation. Vous savez, nos frères rebelles, ils ne disent pas la vérité. Je parle de Guillaume Soro et Satou. Tout ce que je connais d'eux, c'est des menteurs et des voleurs. Je précise mes mots. Être un révolutionnaire n'est pas les enrichir. Ils vont poursuivre, hein, parce que si vous les accusez ils ne pourront pas me poursuivre parce que je vais vous donner des preuves ici. C'est eux-mêmes qui ont intérêt à la fermer. Quand on casse une BCAO, c'est l'argent du contribuable. Le Burkina Faso n'a pas de l'argent à la BCAO. Tous les pays de l'UEMOA n'ont pas de l'argent là-bas. Mais vous avez appris que les BCAO de Korogo et de Boaké ont été cassés, monsieur. Quand on mène une révolution, ce n'est pas de cette manière. Je peux vous citer des révolutions qui n'ont pas eu besoin de cet argent pour mener leur combat. Il y a eu Meleke qui a créé la rébellion. La révolution qu'on parle a été initiée par le Che Guevara. Il cassait les banques du contribuable, monsieur. Je vous dirais non. Après ça, on a connu des révolutions. Il y en a eu au Soudan. Il y a eu des révolutions au Tchad. On a eu au Niger. Mais non, monsieur, ces révolutions, même au Nigeria. La révolution a été dévoyée sur la révolution a été dévoyée. Quand on prend et regardez, et je précise mes mots, quand je vous dis qu'ils ne pourront pas me poursuivre, voilà Alain Melogognon qui s'est illustré étant ministre d'État, monsieur. Et ministre en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Mais
Alain Le Bougnon m'a reçu comme ça, arrêté à sa porte. Je suis venu le voir pour me donner 2 billets pour aller regarder la finale du match au Côte d'Ivoire, et en tout cas en Guinée équatoriale, parce qu'il savait qu'on allait remporter cette coupe. Donc j'arrive, on a travaillé ensemble dans la rébellion, il me connaît très bien, on s'est séparés à 23 heures. Il devait même me nommer son conseiller après. Il m'a reproché le fait quand je suis rentré d'une mission du Burkina et je ne suis pas allé au Golfe, rester là-bas. Mais au Golfe, il n'y avait plus de place. J'étais déjà fatigué, épuisé mentalement. Si j'arrivais là-bas avec le froid, je pouvais prendre un coup et mourir. Donc je suis rentré chez moi. Pour lui, comme je ne suis pas allé au Golfe, il ne fallait pas me nommer. Puis j'étais là le jour que Gbagbo prêtait serment. Moi, je suis un fonctionnaire d'État. Je m'occupais de la mise en place du Conseil des ministres. J'étais le responsable des moyens logistiques de la présidence. Il y a ma carte que je vais vous montrer après l'émission. Donc, c'est pour vous dire que quand on occupe ce rôle, on appartient d'abord à l'État avant d'appartenir à soi-même. C'est-à-dire vos convictions politiques ne devaient pas être au-delà des choses. Donc, quand je suis là à la mise en place, et on pense que je suis mais pour Gbagbo, ça me fait rire. Au fait qu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc, voilà, M. Alain Le Bougnon, il me reçoit là à la porte. Ah, mais Kader, tu m'as pas prévenu vite. Bon, je vais à l'Indiès et machin, je reviens. Et il dit à un de ses amis, mes députés, qui était venu de la Guinée équatoriale, de saluer, pour dire qu'il sait de toutes les façons que la Côte d'Ivoire serait éliminée, mais demain soir, par le Cameroun. Après demain soir, nous on jouait à 2 jours d'intervalle. Il dit, par miracle, si on gagne le Cameroun, la RDC est devant nous, l'Algérie, on ne peut pas remporter cette coupe. Donc, quelqu'un dit à M. le ministre, peut-être il peut nous surprendre. Il dit non, sa secrétaire précisément. Il répond que non, que ceux-là, c'est quand on compte sur eux, ils coupent ton cœur. Moi, je ne me mets pas dans cette maladie-là. Un ministre de sport qui sait que son équipe ne peut pas remporter une coupe, mais tu n'engages pas l'équipe, monsieur. Donc, c'est à partir de ce moment, quand elle est revenue le lendemain de la Guinée équatoriale, il a commencé à puiser dans les caisses, c'est-à-dire du trésor, l'argent que les 4 milliards qu'Alassane avait alloué à la coupe. Parce que si les éléphants perdaient, le peuple ivoirien allait être fâché, personne n'allait me demander compte et il allait bouffer cet argent. Donc, j'ai dit que les Soro, le groupe Soro et sa bande ne sont qu'une bande de voleurs. Même Alain, nommé ministre, l'a prouvé au monde entier. Les banques ont été cassées par les gens de Soro, Ouattara et autres. Et il faut qu'on nous le rende cet argent, monsieur. Ok. Parlons de la contribution de Kadhafi à la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est lui qui a financé. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Non, c'est pas ce qu'il me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi. Auprès de Kadhafi. Quel Blaise? Il nous a reçus dans son village. Et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina, comment les choses se sont passées? Non, que Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Et l'avion... Vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes parti avec le président Compaoré à partir de Ouagadougou? Non, nous ne sommes pas, comment dire, bien entendu, partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion. Blaise Compaoré, écrivez ça qui n'est pas gardé. On va continuer. Pas Ouattara chercher qu'on fait la rébellion, non. Je sais qu'on finance, non. On va lui dire où Blaise Compaoré. Il va nous dire où Blaise Compaoré est. On continue. Olivier, soit salué. IB et moi, un avion de l'agent Maïral est venu nous chercher. Et nous sommes allés... Vous cherchez à partir d'où? Ici, il est à Dassasgo. Vous voyez, mais Dassasgo, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain, juste, IB était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là IB était logé. C'est après, alors on a changé de truc. Et c'est de cette villa-là, IB est parti en France où il a été arrêté plus tard. Donc c'est de là, nous sommes venus, Djibril Bassolé, qui a mes coordonnées, tout. Le même Djibril Bassolé. Après, Diendéré nous a reçus et tout, et nous sommes partis. IB n'avait été accompagné que par Diendéré. Et quand nous sommes arrivés, lui, il avait gagné Blaise, nous étions deux. On a dormi ensemble. Kadhafi nous a reçus le lendemain soir. Vous comprenez, c'était autour de 18h. Donc, séance tenante, Blaise a présenté la crise ivoirienne. C'était les chrétiens du Sud qui ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat et même être président. Et voilà la crise qui s'est vue en Côte d'Ivoire. Et c'était déjà vu auparavant, bien entendu, lui et Blaise. Mais Ibé devait prendre la parole, parler, dire ce qu'il peut faire et vraiment il peut renverser Gbagbo. Donc, quand Kadhafi a été sûr de ce qu'Ibé a pensé, il dit en tout cas, il a épaté, mais... vous voyez comment il dit que les choses sont contraires, non? Il dit la rébellion a été créée en 2000. Donc, si la rébellion a été créée en 2000, Ibé est parti sous comment on l'appelle? Ibé est parti sous Guéhi. Donc, si Ibé est parti sous Guéhi, là, comment vous partez voir Kadhafi pour renverser Gbagbo, au fait? Gbagbo lui a fait quoi? C'est la question qu'on doit vous poser. Pourquoi faut que vous voulez faire rébellion sur lui? Et c'est la même manière, le Qatar vous a rien fait, vous voulez faire rébellion sur lui, vous voulez faire coup d'État. Mais on va continuer la vidéo. Kadhafi, il a dit c'est un bon soldat, il était vraiment, et vraiment il peut renverser Gbagbo. Donc quand Kadhafi a été sûr de ce qu'Ibé a pensé, il dit en tout cas il a épaté, mais Kadhafi, il a dit c'est un bon soldat, il était vraiment,
Robu, c'est vraiment vaillant. Et il dit que c'est lui-là qui avait fait le coup d'État. Kadhafi avait déjà entendu le nom d'Ibé. Sans le connaître. Sans le connaître par RFI, qui était largement même Kadhafi qui est mort, des petits soldats à renverser Bédié. Il a demandé comme ça, et il dit, mais comment, il paraît que vous étiez que 60 à renverser Bédié, mais comment tu as pu? Il lui a raconté la scène que les généraux ivoiriens étaient pourris d'argent. Aucun n'était militaire. Lui, il a regardé, il sait que s'il prenait son courage, aucun ne pouvait sortir. Et c'est comme ça, lui, il a renversé les choses et qu'il est prêt à renverser. Oui. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, c'est 60 milliards qu'il... Oui. Ce sont 2 milliards. 2 milliards à Blaise. Ça, c'était, voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des... Vous me posez la question, c'est quel IB? C'est quel IB? Vous ne connaissez pas IB qui a fait la rébellion, là, ouais. C'est pas le président Ibrahim Traoré, hein. Non. IB qui a fait rébellion, attendez, vous montrer sa photo. IB qui a fait rébellion en Côte d'Ivoire, et puis Ouattara l'a tué après, là. Attendez, vous montrer sa photo. IB, rébellion, Côte d'Ivoire. Vous allez voir la photo. Voilà. Ibrahim Koulibaly. IB, lui, là. IB, lui, là, vous ne le connaissez pas. IB qui a fait rébellion en Côte d'Ivoire, vous ne le connaissez pas. Maintenant, Kadhafi, il parle là. Kadhafi, là, c'est lui, là. Muammar. Il est où, même? Kadhafi. Où est son nom? Je vais vous montrer. Kadhafi. Quand il a Kadhafi, c'est lui qui sort. Voilà. Kadhafi, là, le président libyen, là, le voici ici. C'est lui qui a financé 62 milliards, 60 milliards pour la rébellion, et puis 2 milliards pour Blaise Compaoré. Voilà. Donc, on continue maintenant. J'espère que vous avez pigé. On peut continuer. Les armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait la rébellion. Et il y a 2 milliards à Blaise. Ça, c'était voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé. Et l'avion a fait, au moins de la Libye à ici, l'avion a fait 7 tours, monsieur. Et ces armes qui ont été déportées ici, malheureusement, nous n'avons pas eu à bénéficier de toutes ces armes. Les après ces armes pour l'armée, c'est vrai, l'armée du Burkina, mais pas l'armée, pour suréquiper le RSP. Le régiment de sécurité qui n'existe plus au Burkina, qui a été dissous. Oui, j'ai appris par les médias. Donc, monsieur, voilà la provenance des armes du RSP. Alors, les 60 milliards que Kadhafi a donné, qui les a récupérés? Est-ce que Blaise Compaoré? C'est Blaise Compaoré, mais je vous dis, mais quand les gens... Parce que quand vous dites qu'on a donné 2 milliards à Blaise Compaoré et 60 milliards pour la rébellion, quand l'argent a été récupéré, une fois le retour, maintenant, comment l'argent a été récupéré? Le retour, l'argent ne devait que transiter par Blaise, qui était le tuteur de IB. Et puis, mais progressivement, il gérait voilà, la chose pour que ce soit bien fait. Mais malheureusement, arrivé ici, Blaise n'a donné que 2 milliards à IB pour commencer. Et quelques armes, j'ai dit précis, j'ai quelques armes. Vous voyez, la télévision ivoirienne a montré une arme lourde et déplaçable devant le cadavre. Et vous dit que la Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger, que voilà, cette arme-là, cette arme lourde-là ne pouvait pas provenir d'une rébellion, que c'est un pays vraiment qui les attaque. Et il y avait la deuxième arme lourde comme ça, qui était à Boaké pour déloger le cas Génie, pour prendre le cas Génie. Et la troisième était devant la BAE, un camp réfugié proche pour Babou, des extrémistes durs. Donc voilà les 3 armes lourdes qu'on a déjà. Alors il y a eu des centaines. Donc vous voyez, quand, sinon si on avait tout l'arsenal que Kadhafi a donné, mais Babou tombait la même nuit ou la même semaine. Mais quand on n'a pas reçu tous les armes, et Blaise nous dit si on prend un temps, on prend les armes, on récupère, au fur et à mesure, on devait combattre. Donc ça a rallongé la crise. Voilà comment Babou n'a pas été renversé la même nuit, monsieur. Alors, vous avez dit qu'on vous a remis que 2 milliards de retour donc à Ouagadougou, oui, pour que vous puissiez continuer donc à mener la lutte sur le terrain. Concrètement, les armes que vous avez reçues, comment vous les avez utilisées sur le terrain? Parce qu'apparemment, vous avez été trahi par Blaise Compaoré une fois après avoir quitté Kadhafi. Oui, et c'est pour cela qu'est née la bombe de discorde entre Blaise et IB. Parce que quand les armes ont été bloquées, on a donné une infime partie. Et les 60 premiers chefs de groupes rebelles qui sont entrés des armes pleines de bâchés, pick-up. Là, c'était des Kalachnikov A52, des 12-7 RPG, des roquettes, donc, mais qui n'étaient pas en nombre suffisant. Vous voyez? Donc, alors que les jeunes sur le terrain, dès que maintenant on a lancé un appel, tout jeune qui veut combattre, qui veut nous aider, peut venir. Donc les gens venaient volontairement parce que les gens en avaient marre dans tout le pays d'être contrôlés, d'être brimandés par les forces de l'ordre.
Vous comprenez? Il suffisait de porter un boubou, on assimilait de Maliens, de Burkinabés. Donc, alors qu'au Burkina, c'était même pas trop, le boubou n'était pas trop porté. Et ce qui me fait rire, tous ces gens-là, Gbagbo a été aidé à l'époque par le Burkina pour pouvoir aller en France et un jour être président en Côte d'Ivoire, mais une fois au sommet de l'État, il brimait. C'est vrai qu'il fait partie des acteurs politiques ivoiriens qui ont trouvé refuge au Burkina Faso ici. Oui, des choses que moi-même j'ai pas encore reçues. Donc c'est pour vous dire quoi, dans la vie, chacun a sa chance, bien que le ministre de l'Intérieur, mais de chez vous, Alpha Barry il est de mon village, Niakara. Oui, il a fait la Côte d'Ivoire. Ministre des Affaires étrangères. Oui, le ministre des Affaires étrangères. Bon, j'ai écrit, demandé une demande d'asile parce que vu ce qu'il a fait, il y avait besoin un peu de couverture sécuritaire. Donc bref, je reviens au sujet pour dire que voilà comment est née la rébellion et voilà comment on a été trahi par Blaise. Le monde n'est pas fort, comme vous le dites, mais arrivé... C'est une trahison, oui, puisqu'en principe, voilà, il y avait 60 milliards, comme vous l'avez dit, mais il n'a remis que 2 milliards. Blaise IB était devenu quelqu'un de gênant qu'il faut donc éliminer, c'est-à-dire enlever de la rébellion. Vous voulez dire que Blaise Compaoré voulait éliminer Ibrahim Koulibaly? Non, pas l'éliminer physiquement, mais l'enlever de la rébellion. Voilà, le neutraliser. Parce qu'il en savait trop, monsieur. Quand on vous donne quelque chose et que vous voulez bloquer tout cet argent, mais et lui qui est le témoin, vous faites quoi? Bon, moi, je n'étais pas méconnu, il était son chargé de mission, machin. Donc, le problème, on ne pouvait pas, on s'entend. En tout cas, on ne s'est pas appris aussitôt. Et quand j'ai observé les choses, et à un moment donné, Blaise a fait croire à Bibé que le terrain est prêt. Il y a des gens en France que, voilà, dès qu'il arrive, il peut les contacter. Voilà, on a donné des numéros, il les appelle. Ces gens vont l'aider comme Bob Denard le faisait. Et ce sont des mercenaires en renversé Gbagbo. Dès que Ibé rentrait avec le régiment français qui était en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo et Blaise allait, et Ibé allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections. Non. Tu vas pas te reprendre, frère. Tu vas pas reprendre ce que tu as dit. Répète. Les Français qui étaient en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo et Blaise allait, et Ibé allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections. Pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections. Français qui étaient en place, la licorne, ils allaient renverser Gbagbo et Blaise allait, et Ibé allait diriger la transition de 6 mois et faire des élections pour que voilà, Alassane arrive au pouvoir. Parce que, pas arranger Alassane, mais s'il y avait des élections claires, Alassane était tellement populaire qu'il a frère, tu as déjà dit ça. Donc, on fait penser là à Ibé. Moi, j'accompagne Ibé chez Gibril Mebasolé. À l'époque, Mebasolé, vous voyez, je ne sais pas bien le quartier, il habitait dans une maison basse, il n'était même pas dans une duplex. Ça rentrait comme ça. À côté, vous avez baissé là. À 18h15 où il a donné le visa et le billet d'avion à Ibé. La France avait déjà donné. Blaise avait tout préparé. Et c'est moi qui ai accompagné Ibé encore ce soir à 18h. Basolé nous a remis le billet d'avion et le visa. Et quand il a pris son avion, il s'est fait arrêter en France. Il avait fait une déclaration que dans 7 jours, il devait rentrer à Abidjan. Et que Gbagbo allait tomber. Donc il avait été piégé. Il faut 225. C'est Kader, Ousmane Kader Sanogo. Voilà, lui il était dans la rébellion. Merci Daniel. Et le président Laurent Gbagbo l'a pris comme son chargé de mission. Voilà, mais tout cela. Il va dire pourquoi il était là-bas. Il va dire pourquoi il était là-bas. Voilà, on continue. J'ai simplement pas Blaise et vous. Donc voilà réellement ce qui s'est passé. Entre-temps, dès que la guerre a éclaté sur le terrain, Gbagbo, quand il a filmé ses armes, que je vous ai dit que Kadhafi nous a donné ses armes lourdes, indéplaçables, quand on a frappé, que vous gagnez ou pas, si vous gagnez c'est bien, là vous récupérez vos armes. Mais si vous devez battre en retraite, ces armes-là, vous ne pouvez pas les prendre, puisque ces armes qui sont plantées là, au sol, ce sont des armes lourdes, vous ne pouvez pas battre en retraite avec, on a abandonné ces armes, que la RTA a filmé que, voilà, la Côte d'Ivoire attaquée par un pays étranger. Alors, ce sont les forces du mal. À partir de ce moment-là, Gbagbo a demandé à la France que les accords rentrent en application, ou si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France doit intervenir pour voilà. Donc, Soro, Ibé dit à Soro de faire la déclaration parce que là, on n'est pas qu'on dise que nous sommes étrangers, de dire au monde, aux yeux du monde entier que c'est des Ivoiriens et c'est lui, Soro, qui est le secrétaire et porte-parole, pardon, le porte-parole de, comment dirais-je, la rébellion. Il n'y avait pas de secrétaire, je précise. Et Soro fait la déclaration, il ajoute à la fin de la déclaration qu'il est pas la première déclaration. Si vous avez la déclaration en tête, il y a eu 2 déclarations, c'est le lendemain, la 3e déclaration, parce qu'il ne parlait pas trop. Il a dit qu'il est le secrétaire du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. MPCI. Oui. Voilà, le nom avait déjà été proposé par Ibé à Soro. C'est des choses par Soro à Ibé. Le MPCI, Ibé a dit ça ne le gêne pas. Lui, c'est qu'il a créé une rébellion. Si Soro veut donner un nom, c'est pas grave. Et ils ont débattu, c'était MP, Mouvement Patriotique Populaire, MPP. C'est Ibé qui a donné le CI, MPCI. Sinon, Soro avait proposé MPP. Donc, quand ça a été discuté, Soro s'est déclaré et il s'est donné un titre de secrétaire.
Et en bas, Ibé l'appelle après, il dit, mais pourquoi tu crées un poste, tu t'attribues? Il dit non, il fallait qu'il fasse avec la manière forte pour que la France soit convaincue, sinon pour ne pas qu'on nous dégage. Et c'est là, la France ne nous a pas dégagés. Alors, la rébellion a duré en Côte d'Ivoire, la partition du pays est intervenue, une partie était donc sous le contrôle des rebelles, les forces nouvelles, pour faire plus simple, jusqu'à ce que finalement... Ce n'est qu'après Marcoussi qu'on a donné cette connotation force nouvelle. Pour dire que nous n'étions plus de rebelles, nous allons rentrer, mais discuter voilà, avec les autorités en place. Alors finalement, on se rappelle encore de ce poste obtenu par Guillaume Soro. Depuis lors, apparemment, les rangs se sont dispersés puisque certains ont été récompensés. D'autres pas. Vous étiez à quel niveau quand les récompenses politiques ont commencé? Moi, j'étais... D'abord, moi, je me considérais plus explicite, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai écrit ce roman. Moi, mon rôle était... Je devais être tapis dans l'ombre, ne pas sortir ma tête, ne jamais me faire montrer. Mais quand je vois que malheureusement, la lutte a été dévoyée, et on ment aux gens, il y a eu 4 personnes qui ont écrit sur la crise ivoirienne. Il y a eu Tchibis Kofi, il y a eu Venance Kona, il y a eu Charles Blé Goudé. Aucun ne connaît la vérité de la rébellion. Il y a eu Soro Guillaume qui a écrit, mais il a menti aux gens. Et il y a eu le président des journalistes en Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, je crois son nom, qui a écrit, mais lui c'est un livre témoignage, à partir de témoignages. Là, lui, je ne l'en veux pas, il a écrit, il s'est forcé pour faire comprendre certaines choses aux gens. Donc, ce roman ne contient que la vérité. La vérité là, elle est unique. Et vous dit, monsieur, quelqu'un peut dire ce qu'il veut, mais la vérité d'une histoire, elle est unique. Donc, c'est Soro, à un moment, m'a donné, et je l'ai dit dans une interview ici accordée à votre chaîne de télé, c'est Soro qui a fait former un collège de 8 marabouts, venir flatter Ibé, qu'il était présidentiel, et ils sont rentrés dans la Calwa qui dirait 40 jours, au sortir, Dieu leur a dit que c'est Ibé qui doit être président. À partir de ce moment, Ibé ne luttait plus pour faire des élections claires, pour que Alassane gagne. Mais je vous dis, à partir de ce moment, même si Ibé renversait... Il ne faisait plus des élections claires pour que Alassane gagne. Donc, tout ce qui devait arriver à Alassane devait gagner. C'est pourquoi on a compris, ça en 2011, tout ce qui devait arriver, Ouattara devait gagner. Il ne devait pas être candidat, c'est tout. Le pouvoir en place, et qu'il organisait des élections, il allait les truquer pour gagner. Et Alassane ne pouvait plus gagner. Or qu'au début, il voulait les organiser que le meilleur gagne. Et tout le monde savait en Côte d'Ivoire le meilleur était Alassane. Les gens du FI même savent que leur leader était impopulaire. Babou arrive au pouvoir sans chose militant. C'est les armes de la gendarmerie qui a fait porter Babou au pouvoir. Et une fois arrivé, non, c'est une éclaircie importante, une fois arrivé au pouvoir avec l'argent de l'État. Bon, André, il a très menti. Il faut qu'il continue ça avec on continue ou bien. Il y a des choses à vivre depuis on continue. Hein. Voilà, il y a des choses à vivre depuis on continue. Vous voyez, c'est des mensonges qui vont faire et puis ça a resté. Élection présidentielle 2001, on va voir quelque chose. Seigneur. Oh, cela, c'est pas la peine. Il était impopulaire. Et puis, mais qui l'a voté? Quand il descend dans les rues, là, quel est dans les rues? Alors, il te rappelle dessus, là, il te rappelle. Ouais, demain c'est bon, mais de ton temps, il te rappelle. Ouais, c'est quand même. Abonnez les lives, s'il vous plaît. On va voir un petit truc faire. Il y a vu ça où même mort. Souvent, tu cherches des trucs même, tu faut voir. Voilà. Voilà ça ici. Je vais lire ça pour vous, hein. Je vais lire ça pour vous. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez? Non, attendez, il y a l'image. Il faut qu'il y ait l'image. Hey, les rebelles là, non, c'est pas la peine. Gros menteur. Voilà. Voyez ça ici. On va voir. Il va agrandir un peu. Hein? On dit inscrit. On va lire. Inscrit 5 475 143. Non, il y a la caméra, vous allez voir, c'est pas bien. Il y a la caméra, vous allez voir. Voilà. Vous voyez ça ici. Vous voyez bien, non? Vous voyez bien. Élection. Oui, ça. Élection présidentielle ivoirienne de 2000. 22 octobre 2000. Corps électoral et résultat. Inscrit 5 475 143. Votant 2 49 018. Ok. Blanc et nul 254 000. Laurent Gbagbo FPI voix 1 65 597. Robert Gueye voix 587 000. Francis Vaudier. Attends, viens, il te rappelle dessus là. Francis Vaudier, 102 254. Voilà. Élu, Gbagbo Laurent FPI. Voilà, sortant Robert Gueye. Donc, quand il dit que Gbagbo n'est pas de militant là, il parle de quel Gbagbo? Il parle de Gbagbo qui dit.
disent que Babou tuait les Burkinabés. Babou, il parle bien, c'est notre Babou non rien. Mais c'est notre Babou, lui, il a gagné l'élection propre. D'accord. Attendez, je vais mettre le truc un peu en avance. Voilà. C'est notre Babou, il a gagné l'élection propre même. Sans yaya même. Tapoter, partage, on continue. Excusez-moi. Il insiste qu'il y a quelque chose d'important. Allô, oui. Voilà. Ok. Donc, on continue. Donc, on est d'accord que c'est un menteur. Lui, Babou est venu au pouvoir sans élection. C'est les gendarmes qui l'ont mis au pouvoir. C'est les gendarmes qui l'ont mis au pouvoir. Hein? Babou a appelé les Ivoiriens dans les rues. Et quand les Ivoiriens sont sortis dans les rues, là, on a bataillé jusqu'en... C'est après que les gendarmes ont vu que tu es. S'ils veulent tuer, on tue tous les Ivoiriens. Ils sont mis du côté du Babou. Du côté de la Constitution. Parce que le Conseil constitutionnel a proclamé Babou comme vainqueur. Militant, c'est les armes de la gendarmerie qui a fait porter Babou au pouvoir. Et une fois arrivé, tout le monde savait en Côte d'Ivoire le meilleur État Alassane. Les gens du FI même savent que leur idée était impopulaire. Babou arrivé au pouvoir sans chose. Militant, c'est les armes de la gendarmerie qui a fait porter Babou au pouvoir. Voilà. Et une fois arrivé, non, c'est un éclairci important, une fois arrivé au pouvoir avec l'argent de l'État, Babou a cru à faire accroître sa popularité. Il avait des gens maintenant. Donc c'est pourquoi au deuxième tour, il est arrivé au deuxième tour des élections avec Alassane. Sinon, s'il y avait une élection en 95 ou 2000, Alassane Gbagbo Bédié, Alassane passait au premier tour avec plus de 70%. Monsieur. Alors, on sait également que quand Alassane Ouattara, sa candidature a été validée, il a fallu qu'on mène une offensive donc, sur Abidjan parce que Laurent Gbagbo n'avait pas reconnu sa défaite. Oui. Vous étiez où pendant cette offensive sur Abidjan? Moi, j'étais là, j'étais à la maison parce que à partir de 2006, j'ai démissionné de la présidence. Parce que quand, moi, après les accords de Marcoussi, Antoura a voulu que je sois à la primature avec lui. Quand il a été nommé Premier ministre, ce qu'il a refusé, il dit non, on ne peut pas tous se condenser auprès de toi. Laisse-moi aller à la présidence avec une ou deux personnes. Je serai ton oreille là-bas et ta bouche. Vous étiez donc un espion. Voilà. C'est-à-dire qu'il va partir à la présidence, ça va aller travailler le président Gbagbo, il sera l'oreille de Soro et sa bouche. Le journaliste a posé la question, donc tu étais son espion là-bas, il dit oui. T'as peut-être partagé, les moutons sont partis, t'as peut-être partagé maintenant. Voilà. Oui, je peux l'affirmer, présidence avec une ou deux personnes. Je serai ton oreille là-bas et ta bouche. Vous étiez donc un espion. Oui, je peux l'affirmer. Le mot, il faut reconnaître à un moment donné de l'histoire ce qu'on a fait. Voilà. Et je rendais compte à Alain Lobognon, je rendais compte à Lassana Cardozi, je rendais compte au grand médiateur Ngolo Globali de tout ce qui se tramait, se préparait à la présidence. Vous comprenez? Et j'étais dans un poste stratégique, j'étais à l'intendant militaire de la présidence, ma carte est là pour l'attester. Et quand j'ai même pris vent du complot qui se préparait au niveau de Babou pour supprimer Soro, pour barrer l'avion, et 2 jours, je n'avais pas tous les éléments clés pour l'avertir, parce que avertir quelqu'un, c'est quelque chose, mais il faut le sauver, c'est une deuxième chose. Et 2 jours après, j'ai eu... J'ai monté encore. Par exemple, Soro a déjà parlé de ça, il dit, quand il s'en avait été attaqué, après il était au conseil des ministres du président, il a dit, il sait que c'est pas toi, il sait qui a fait ça. Voilà, Soro dit, il sait qui a fait ça, et putain, il dit non, c'est le président. Une révélation sur ce sujet. Donc, j'ai écrit à Soro, j'ai expliqué ce qui se tramait avec tous les détails. Et je lui ai dit, voilà ce qui peut te sauver. Et dès maintenant, si tu prends un avion, ne reste jamais à la classe affaires business, replie-toi à la classe économique derrière, parce qu'ils vont allumer l'avion. Et c'est comme ça, il m'a reçu le lendemain à 15h, et après, voilà, tout était mécalé. Mais ça ne m'a pas plu que Soro ait sacrifié sa garde rapprochée, parce qu'il savait que le premier avion qu'il devait prendre devait être allumé. Il devait au moins une fois en vol, on ne peut pas communiquer, il devait arracher tous les téléphones de sa garde pour voir, avant le décollage, qui a appelé qui, et puis bon, les mettre aux arrêts dès que l'avion a été allumé. Mais Soro s'est replié dans la classe économique avec Alain Lobognon sous son directeur de protocole, et avec 4 ou 5 gardes du corps, il a sacrifié le reste de sa garde rapprochée. C'est moi qui l'ai sauvé à l'attentat d'avion, il n'y a pas 2 personnes. Est-ce qu'il vous a reconnu cela? Non, Soro m'a reçu, il dit, bon, vraiment, Kader, merci beaucoup, mais grâce à toi, sinon on allait me tuer. Et là, il vous a donné de l'argent, peut-être pour ça? Non, pour ça, après, par Cardozi, il m'a remis 2 millions, vous dire que, comme je viens à pied au travail, m'acheter une voiture, parce que je n'ai rien volé dans la rébellion. Ça, c'est un pas important. Je préfère mourir pauvre. Tu as appris ou bien t'as appris? Vraiment, pour vous, c'était un combat noble qu'il fallait mener pour sauver? Oui, quand je le dis, regarde la rébellion au temps d'Ibrahim Koulibaly. On a juré sur le Coran ici d'Aouaga avant d'aller en Côte d'Ivoire. Et si un soldat s'amuse à voler... Mais tu sais, quand tu sais qu'il a volé l'argent, il te donne un pays là, tu prends. Ça, c'est un voleur comme lui, champion. Vous tuez l'homme, mais c'est volé là, vous ne pouvez pas faire. Quelque
quelque chose d'un civil, on te met en photo, on te fusille. Donc la règle numéro 1, c'est de ne pas voler. Mais quand Soro a pris les devants de la rébellion, on a cassé toutes les banques, les petites banques, BAO, SGBCI, etc. Et après, il y a eu les braquages, on a commencé à braquer les couverts de route. Regardez les cas ici du Burkina, TCV et autres. Et quand ils vont en Côte d'Ivoire, arriver à Angolo, on les escorte. Il y a des gens qui rentrent et montent pour escorter les cas jusqu'à Bouaké. Les couverts de route sont entre la frontière jusqu'à Bouaké. Pourquoi? C'est nos frères du Nord, là, les anciens rebelles là, que Soro a initié au vol. Et voilà, quand aujourd'hui, ils ont fini de hier, quand ils ont fini de braquer les petites banques, ils se sont pris à la BCAO. Et ils ont cassé. Il y a certains qui ont eu 100 millions, d'autres 400 millions, les chefs de guerre, d'autres ont eu des milliards, 15 milliards, 10 milliards et autres. Ils se sont enrichis et ils sont là et on n'en parle pas. Donc, mais moi, ce n'était pas l'objectif. Le jour qu'on venait, on arrivait de la Libye, quand il a reçu les 2 milliards pour comment, il m'a demandé, mais Kader, tu as besoin de combien? Je lui ai dit, j'ai besoin de rien. Et je ne prendrai pas un centime de cet argent. Moi, quand on va mener le combat sur le terrain et le jour Alassane sera candidat et va gagner, va s'asseoir, moi, mon combat est gagné. Parce que je sais que s'il y a une élection transparente, je ne combattais pas forcément pour Alassane, mais pour la cause, parce que tous les candidats du Nord ont été rejetés. Moi, je suis du Nord. Et celui qui pouvait même gagner, c'est-à-dire, c'était le porte-drapeau, l'espoir du Nord, a été rejeté. Donc, c'est comme si, chez nous, en ces pays, c'est une fois, on dit, quand tu portes un sac et qu'on tape le sac, il ne faut pas dire que c'est le sac qu'ils ont tapé, c'est toi. Donc, je me suis senti concerné dès qu'on a rejeté la candidature d'Ado. Revenons sur les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire. Il y a eu donc une élection. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur. Laurent Gbagbo n'a pas reconnu sa défaite. Il y a eu donc cette guerre ouverte qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire jusqu'à la chute de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez les péripéties dans lesquelles Laurent Gbagbo a été renversé? Est-ce que la France a beaucoup contribué? Est-ce que les rebelles ivoiriens pouvaient véritablement renverser Laurent Gbagbo? Non, moi, voilà une question très importante que vous posez, messieurs les journalistes. Beaucoup de choses se racontent en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais dit en son temps à Soro, j'ai dit à Alain Lobognon, à Lassina Cardozi et mes proches, j'ai dit que nous ne pouvons pas renverser Gbagbo. Les causes, elles sont deux. Gbagbo était surarmé que nous. Ça, c'est un. Et de deux, nos gens, moi, je ne crois pas à ces gris-gris-là, ces choses qu'on porte. Alors, vous en avez porté tout de même? Non, je n'ai jamais porté. Moi, j'étais dans l'aile politique, tout comme Soro et Alain Lobognon. Alain Lobognon a été ministre comme Soro et autres. Il y a d'autres qui ne le sont pas. On n'avait pas lutté pour être tout le monde ministre. Mais aujourd'hui, oui, même si je suis spirituel, je peux être peut-être ministre un jour ou répondre à d'autres préoccupations, d'autres fonctions, où les devoirs m'appellent. Il y a des trucs de l'intégration, les chefferies religieuses et tout et autres là, de l'intégration. Je peux faire quand même pas mal de choses. C'est lui, elle est venue pour accuser Soro. Tu sens qu'il accuse pas Ouattara, c'est Soro, il l'accuse. C'est Soro qui accuse. Au début, tu dis non, Soro n'est pas le père de la rébellion. Hein. Mais c'est IB qui est le père de la rébellion. Après, on va écouter IB. IB va me dire. Après, on va écouter. Et puis, il va parler même de comment il livrait les rebelles. C'est pour cela même. Ça cause cette vidéo. On va y aller tout à l'heure. On y va. Mais c'est pas forcément à cette place que je dois servir. Où je suis aujourd'hui, à travers ce livre, je contribue à la paix à mon pays. Donc, j'ai dit que voilà, ces trucs-là, je lis, mais je ne croyais pas, c'est pourquoi je ne les portais pas. Donc, à un moment donné, quand moi j'étais de l'autre côté, j'ai contribué à ne pas que Soro soit tué. C'est pourquoi Soro a lutté pour qu'il y ait une élection. Et puis là, ne pensez pas que Soro, en organisant cette élection, voulait qu'Alassane gagne, ou bien pensait qu'Alassane allait gagner. Soro passait dans sa tête que c'est Gbagbo qui allait le gagner. Puisque Gbagbo a fait 3 sondages qui lui ont dit qu'il va gagner au premier tour. Un sondage a dit seulement qu'il va gagner au deuxième tour. Les 2 autres sondages ont dit que Gbagbo gagnait Alassane au premier tour. Mais personne ne croyait encore à Alassane. Même le grand médiateur Mbolo Koulibaly m'a dit Alassane ne peut pas être président. En Côte d'Ivoire encore, les Zemmour, Fofana et l'Alain Lobognon, Soro Guillaume et autres. Et même le général Soumaïla Bakaïko m'a reçu. Il est venu dans mon village, on est venu à faire une mission. Il m'a dit si je vais être en sécurité, de ne pas parler le nom d'Ado au nord. Mais la rébellion n'a jamais combattu version Soro pour Alassane. Ça, je vous le dis. Okay. Et j'assume, c'est important. Et même aux élections, Soro a voté et son clan pour Gbagbo. Et il pensait que cette élection allait entériner le pouvoir de Gbagbo. Alassane allait se taire une fois pour de bon. Et le deal qui était signé entre Soro et Gbagbo, si Gbagbo finissait ses 2 mandats, puisqu'il a été bloqué par la crise, Gbagbo allait changer la constitution pour dire la guerre l'empêchait de gouverner. Il allait faire 2 mandats et passer le relais à son fils Soro. Mais malheureusement pour eux, dans leur plan, c'est Alassane qui allait au deuxième tour. Et comme moi je disais toujours que c'est Alassane qui allait être le président, Soro a viré à 180 à l'heure pour se rallier à Alassane. Voilà ce qui s'est réellement passé. L'offensive sur l'Abidjan, vous l'avez dit clairement, oui, non? L'offensive que la rébellion a faite. N'oubliez pas que le commando invisible créé par IB a fait. Il ment et puis il est serré. Ouais, il ment et puis il est serré comme son père spirituel d'Alassane Ouattara. Déjà déstabilisé Gbagbo. En 3 mois de combat. Oui, l'offensive que la rébellion a faite. N'oubliez pas que le commando invisible créé par IB a fait déjà déstabiliser Gbagbo.
en 3 mois de combat rude. C'était à Bobo la base du commando. Non, oui, c'était à Bobo. Oui, mais le commandant invisible avait fini par prendre tout Abidjan presque, mais ne pouvait pas déloger Babou. Babou était surarmé que nous. Et puis nous, les jeunes qui comptaient sur leur degré, bien vrai que ça, pour eux, ça remontait. Moi, je pense que c'est leur courage au combat qui répondait, mais pas ces amulettes. Puisqu'on a vu des gens tomber malgré les amulettes, or qu'ils n'avaient pas fait de chercher femme et voler. Voilà ce que les vieux qui nous donnaient, qui donnaient à ces enfants-là, leur disaient, ne pas chercher femme de quelqu'un, même une jeune fille, pendant la période de combat, et de ne pas voler. Mais les gens de Soro, même pour ceux qui pouvaient croire à ces amis-là, chercher les filles, même Fofié de Korogo a menacé une femme mariée légalement son mari. Il a tiré sur lui, les balles l'ont raté, le type a fui Korogo. C'est comme ça que Fofié s'est marié avec la femme qu'il a aujourd'hui. Okay. Donc, ces gens-là ne pouvaient plus combattre et gagner Babou. Donc, j'avais proposé à Soro de voir la licorne s'il y a l'élection, comme il y a eu l'élection et que Ado a gagné. Et que je leur avais prédit qu'Ado va gagner, donc de voir la licorne pour nous aider pour l'offensive à Abidjan. Il y avait Waiting Choi aussi qui vous accompagnait, qui était le président spécial secrétaire général de l'ONU à Abidjan. Oui, j'ai écrit une lettre à l'ONU pour les prédire qu'il y aura certes une élection, Alassane va gagner, mais Babou ne se lèvera pas. Et qu'il y aura forcément l'offensive à Abidjan. Il faut que l'ONU prenne ses responsabilités et la licorne. La lettre est là, vous pouvez demander. C'est le général Fall en 2004 qui commandait, mais il était parti, c'est Choi qui était là. Mais Kader, tu es chef, toi tu écris à Choi, tu vas gagner, bon, pas la c'était. Tu écris à lui là, c'est toi. Tout ce qu'on dit, ouais, c'est moi. On va tirer sur Soro, c'est moi, il dit à Soro. Soro doit voler l'argent, c'est moi, il dit à Ouattara que Soro va voler l'argent. C'est moi, il dit à Ouattara qui a fait la rébellion. Ah, champion. On continue. Et la lettre, vous pouvez enquêter auprès de Choi, mon nom, et tout est détaillé. Il est de 6 pages où j'ai dit qu'il y aura une offensive sur Abidjan, sinon Babou ne cédera pas le fauteuil. Donc, j'ai dit ça à Soro, donc de voir l'icône, de voir Alassane, de voir la licorne, et que dès qu'il va gagner réellement, et que Babou dit qu'il ne va pas se lever, il ne faut pas qu'il va entendre que Babou quitte et lancer l'offensive. Mais si la France ne nous aidait pas, avec l'ONU qui sont venus pour ça de manière légale, devait aider le vainqueur. Et la France avait toujours prévenu, même l'ONU, que s'il y a une élection, et que le vainqueur doit s'asseoir, si l'autre camp ne veut pas reconnaître la défaite, et ils vont aider le vainqueur à s'asseoir. Ça veut dire quoi, militairement y compris. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, nos forces ne pouvaient plus vaincre. Alors, après donc l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, vous avez tout de même été récompensé puisque vous avez travaillé à la présidence de Côte d'Ivoire. Non, moi j'ai travaillé avant l'arrivée d'Alassane. Moi j'ai commencé à la présidence en 2006. J'ai été engagé. Jusqu'à quand Alassane est venu en 2011, et là j'ai démissionné, monsieur. Parce que simplement Ibrahim Ouattara. Tout à l'heure, il a dit qu'il a démissionné en 2006. Maintenant, il dit qu'il a commencé en 2006, il a démissionné en 2011. Ok, on laisse ça comme ça. Vas-y. Moi j'ai travaillé avant l'arrivée d'Alassane. Moi j'ai commencé à la présidence en 2006. J'ai été engagé. Jusqu'à quand Alassane est venu en 2011, et là j'ai démissionné, monsieur. Parce que simplement Ibrahim Ouattara voulait que je parte lui demander pardon pour une faute que je n'ai pas commise. Il parle de Ibrahim Ouattara. J'ai été chargé de mission d'Alassane. Dès qu'il m'a reçu ce jour, Alassane m'a proposé d'être son conseiller. Je lui ai dit, je n'accepte pas, monsieur le président. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai montré un tableau qui était auprès de son fils, de la photo de son fils, qu'il m'a montré qu'il a eu avec une Jamaïcaine. Il a eu 3 enfants. Et le premier Ismaël. Il a eu 3 enfants. Ouattara dit qu'il a eu 2 enfants. Le gars dit Ouattara a eu 3 enfants. On reprend encore. Tableau qui était auprès de son fils, de la photo de son fils, qu'il m'a montré qu'il a eu avec une Jamaïcaine. Il a eu 3 enfants. Et le premier Ismaël, je crois. Je lui ai dit, monsieur le président, ce tableau, vous voyez, il dit oui qu'il a acheté une vente aux enchères. Je lui ai dit d'accord. Moi, je ne veux pas être auprès de toi comme ce tableau. Il dit comment? Il dit non. Vous, les présidents africains, quand vous recrutez quelqu'un, comme votre conseiller, vous ne l'écoutez pas. Vous ne les valorisez pas. Ouais, oui, c'est important qu'il faut que je vous le dise. Regardez dans votre pays. Si Blaise avait écouté ses conseillers, mais personne n'a créé le monde si ce n'est pas Dieu. Donc, ne dites pas que sans vous, monsieur le journaliste, que le monde va s'arrêter, il n'y aura pas de télé au Burkina. Vous pouvez mourir aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais votre télé va personne n'est indispensable. Voilà. Donc, il suffisait que Blaise démissionne et après la fin de son mandat, organise des élections et Europe gagne, il est président. Après 5 ans, Blaise revient, il allait acclamer. Mais les gens, quand ils sont dans ce fauteuil, ils ne veulent pas partir, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà une erreur qu'il a commise et tous les présidents sont comme ça. Regardez dans mon pays. Oufoué n'a jamais quitté son fauteuil bien que Gbagbo est un candidat. Il est mort au trône. Bédié, il a fallu qu'il parte par un coup d'état. Quand Gueye est venu, il dit il va balayer la maison. Quand c'était propre, au lieu de s'asseoir même, il s'est couché. On l'a chassé là par les arbres. Quand Gbagbo est venu, il ne travaille pas, il dit il y a la guerre. On dit bon, quitte, Alassane veut prendre le pays. Il dit non. Alors, non, c'est un point important, vous allez continuer, permettez-moi. Donc c'est pour vous dire quoi. Et quand un pays arrive, les présidents, à cela, c'est pas bon. Alassane, quand il m'a proposé d'être son conseiller, j'ai refusé. Parce que Gbagbo avait 100 conseillers. Il y a des conseillers qui n'ont jamais vu le chef d'État pendant les 10 ans. Donc, étant un conseiller, tu conseilles le président, fais ça, il refuse. Mais à quel rôle tu joues? Tu es payé à 2 millions, 4 millions comme conseiller spécial, ailleurs de ministre, et tu ne peux pas conseiller le président, j'ai refusé.
J'avais plutôt dit à proposer à Alassane Juppé son chargé de mission. Il dit d'accord, je vais travailler directement avec son petit frère Ibrahim Ouattara qui l'appelle photocopie. Or qu'en réalité, c'est pas Ibrahim n'a pas Alassane est charismatique et brillant, intellectuel, mais Ibrahim est limité, il n'a pas d'idée comme son frère. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il y a eu une marche où il devait avoir des morts. Quand j'ai vu cela, je suis venu dire à Ibrahim. Tu as compris ce qu'il a dit là. On va reprendre ça encore. Ibrahim est limité, il n'a pas d'idée comme son frère. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il y a eu une marche où il devait avoir des morts. Quand j'ai vu cela, je suis venu dire à Ibrahim. Ibrahim m'a dit d'encadrer. Il fallait 5 millions. Ibrahim dit il peut décaisser 3. J'ai refusé. Il lui a dit ça ne pouvait pas parce que je savais de quoi il s'agissait. S'il y a des morts, je devais les assumer. C'est d'éviter. Si on tirait sur la foule, il fallait qu'on soit en mesure de nous défendre. Donc quand Ibrahim a refusé, moi je me suis mis en retrait. Le matin, je suis venu proposer à Ibrahim. Il a dit quelque chose aussi qu'on ne doit pas passer comme ça. Si on tirait sur la foule, on était en mesure de se défendre. Donc, quand on tire sur la foule doit se défendre normalement. C'est en 2000 ans. Ok, il va te donner la date. D'annuler la marche. La marche a eu lieu en 2000, vous le savez bien, il y a eu 100 morts du côté du RDR. Et le lendemain, et je dis le lendemain, une semaine après, Alassane a décaissé par le canal de la proposition d'Ibrahim Ouattara 65 millions pour enterrer tous ces morts et donner un peu d'argent à leurs parents. Mais monsieur, entre décaisser 65 millions pour des cadavres et les honorer, alors qu'on pouvait empêcher qu'ils meurent, mais le choix était clair. Alors, je suis venu proposer ma démission à Ibrahim Ouattara pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le chargé de mission de ton frère, je te quitte. C'est important. Et quand je suis sorti, je n'ai pas claqué la porte parce que je savais qu'un jour nous nous réveillons. Et quand le frère d'Ibrahim a été président en 2010, Ibrahim, moi j'étais déjà la présidente comme le chargé des moyens logistiques, le responsable des moyens logistiques. C'est-à-dire je devais mon père Babou reçoit quelqu'un, il fait la mise en place, et encore s'il y avait des choses à faire, le voyage, le tapis rouge, tout, je m'occupais. Et en tout cas, il y avait les moyens. Vous voyez comment, pour voir le Babou là, il y avait des insectes dedans. Non? En ce moment, il n'appelait pas Babou, il appelait Monsieur le Président. Là, Babou ne voulait pas tuer les notices. Quand il travaillait, il ne tuait pas les notices. Comme on appelait. Mais on devait me nommer maintenant comme le responsable, le directeur, avec grand de choses, le directeur, ça dit une machine de terre, tout. Mais Ibrahim Ouattara, vous me nommez, veut que moi je vienne lui demander pardon à genoux, parce que moi je l'ai manqué de respect le simple fait de dire que les morts sont sur sa conscience, c'est lui qui les a tués, que je l'ai insulté. Donc au lieu de demander ce pardon, j'ai préféré rendre ma démission. J'ai écrit ma lettre de démission et là je pourrais vous la présenter. Okay. C'est comme ça que j'ai quitté le pouvoir d'Alassane Ouattara à cause de son petit frère Ibrahim. Et puis depuis je suis à la maison. Voilà, vous gérez vos petites activités économiques, vous permettent de subvenir donc à vos besoins. Je n'ai pas travaillé avec Alassane étant président. D'accord. Alors dites-nous, nous sommes pratiquement en fin d'émission. Oui. Vous avez fait un témoignage assez édifiant donc sur la crise en Côte d'Ivoire. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de cette guerre de succession ouverte avant 2020? Oui, d'abord, je vais vous surprendre. Moi, je pense que ça n'engage que moi seul. Alassane peut être candidat parce que la Constitution le lui permet. Et les gens, quand on vote une constitution, il faut l'assumer. Mais il a fait 2 mandats, c'est suffisant, il ne doit pas... Non, mais je vous dis, au Burkina, pourquoi vous n'avez pas voté la constitution? Vous êtes allé brûler l'Assemblée. C'est parce que vous ne voulez pas de cette constitution. D'accord, on a compris. Vous êtes d'accord avec moi? Et on connaît la suite. Mais en Côte d'Ivoire, la constitution a été votée. Donc on doit l'assumer. Parce que la constitution est claire. Quand la constitution, on la votait, c'est à partir de ce moment qu'on vote une loi. Le lendemain, la loi rentre en vigueur. Mais cette constitution-là dit que tu peux être candidat. Une fois renouvelable ton mandat, c'est fini. D'accord. Mais la Constitution n'a pas précisé que le président en cours, là, le mandat en cours est compté, jamais. Donc, il n'y a pas de la question de la rétroactivité de la loi. Non. Donc, ça permet à Alassane d'être candidat. Donc, Alassane qui finit, c'est comme qu'il a son premier mandat en 2020, Alassane sera candidat. Et si Dieu le permet qu'il a la santé, il peut être candidat et puis il sera élu. Maintenant, s'il est élu, c'est à partir de 2025 qu'Alassane ne sera pas candidat. J'ai tenu à préciser cela parce que les gens, lui, pour 2020, or que c'est eux-mêmes qui ont voté. Tonton, 2025, il dit qu'il est candidat encore. Hein. C'est comment? Si ça va être 2025, il pleut. Il peut être candidat et puis il sera élu. Maintenant, s'il est élu, c'est à partir de 2025 qu'Alassane ne sera pas candidat. J'ai tenu à préciser cela parce que les gens, lui, pour 2020, or que c'est eux-mêmes qui ont voté une loi qui donne une brèche à Alassane et qui va la colmater. Donc maintenant, Soro aussi, il va être président. Mais là, c'est un pas important. Et vous posez une question, peut-être le temps n'est pas trop chaud. Oui, donc ça, c'est une question importante, il faut que je vous le dise. La révolution a été créée par le Che Guevara. Mais la révolution s'est divisée en 2 parties au fil du moment du temps. Je vous cite 4 révolutionnaires rapidement de chaque groupe. Le premier groupe noble comme le Che Guevara, nous avons connu Patrice Lumumba, nous avons connu John Garang au Soudan, nous avons connu Thomas Sankara au Burkina et Ibé en Côte d'Ivoire. Ces 4 révolutionnaires combattaient pour leur peuple. Mais aujourd'hui, nous avons des types de révolutionnaires comme au Zaïre, il y a eu Mobutu, il y a eu
Salva Kiir qui est là aujourd'hui au Soudan, et on a connu ici Blaise Compaoré et Soro, chez nous en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Soro et Blaise sont des amis. Et ce qui va vous surprendre, aujourd'hui, Blaise soutient 100% Soro pour renverser Alassane. Et parce qu'il sait que si Alassane ne va pas lui permettre de créer une rébellion au Burkina. Alors, dès que Soro est président, il va allumer un front à partir de Bobo ou de Gawa pour que Blaise revienne s'installer au Burkina. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas, monsieur le journaliste. Les trucs sont assez difficiles. Et aujourd'hui, ces gens de combattants-là, eux, ils combattent pour eux-mêmes. Regardez au Soudan du Sud. John Garang a mené le combat, il est mort, certes, mais quand ils ont acquis leur indépendance, maintenant, pourquoi Salva Kiir et son adjoint s'entretuent? Mais c'est pour se réaliser, même c'est pour s'enrichir. Sinon, si c'était pour le combat du Soudan du Sud, ils ont eu leur indépendance. Donc, il y a des révolutionnaires qui combattent que pour eux-mêmes. Malheureusement, Soro fait partie de ce groupe-là. Soro n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord. Il combattait pour lui-même. Si la rébellion avait contrôlé Abidjan avant l'élection 2010, Soro allait tuer Alassane et laisser Gbagbo le mettre en prison. Alors, de toute façon, Guillaume Soro, certainement qu'il aura le temps de regarder cette émission, ou ses collaborateurs regarderont cette émission, ils pourront vous demander de compte sans doute à l'avenir. C'est que je voudrais vous poser. Moi, j'assume et je sais ce que je dis est vrai. D'accord. Je voudrais vous poser une question qui me paraît très très importante à cette étape de notre émission, pratiquement, c'est vers la fin. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet pour la Côte d'Ivoire? Je suis très inquiet, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Quand on prenait les armes, c'était pour qu'il y ait une justice, une équité en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Que tout le monde puisse être candidat. Mais quand on veut être l'arbitre et partisan, ça dit Soro a été l'arbitre de cette rébellion, et il veut être candidat, c'est que la cause est dévoyée. D'accord, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez été menacé depuis que vous avez sorti ce document? Est-ce que vous sentez que vous êtes pourchassé, on veut vous éliminer? Non, ça vous le mentir, non, mais il faut que je sois prudent, parce que je sais que je dérange beaucoup, et je l'ai dit, je suis allé faire, quand j'ai fait le document ici, c'est pas un roman, c'est une œuvre témoignage, pas un roman, c'est de la fiction. Bien entendu. Mais à Sidoya, ça a été bloqué par ces institutions d'État. Le Burkina ne voulait pas avoir d'incident diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Donc, par le canal du ministre de l'Information, que je sais proche, tête de votre télé, il y a au moins le président de l'Assemblée, Salif Diallo, le président Rochmar Christian Kaboré, qui ont dit que le livre ne pouvait pas se vendre. J'ai édité 5000 exemplaires qui sont bloqués là-bas. Et je suis en train d'éditer d'autres exemplaires maintenant qui seront en vente dès la semaine prochaine. Et je suis allé à Abidjan pour faire la conférence de presse dédicace de ce livre à la maison de la presse. Vous pouvez aller sur le net, kwasi.com, abidjan.net ou YouTube et vous verrez ça. Donc c'est pour vous dire quoi, je prends mes responsabilités parce que mon pays va vers une autre crise. Donc pour moi, je considère qu'à partir du moment que Soro a mené un combat et il veut être candidat, mais c'est pas juste. C'est votre part de témoignage donc sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous vous disons grand merci. Merci, monsieur. À toutes les personnes qui souhaiteront certainement chercher le document, ils vont faire le tour en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays de la sous-région pour s'en procurer. Oui. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Merci. Aux téléspectateurs de notre chaîne, nous vous disons également merci. Merci de nous avoir suivis. C'était le grand déballage avec monsieur. Voilà. Maintenant, on a fini de l'écouter. On va maintenant écouter Ibrahim Koulibaly. IB. Lui, on va nous parler. Voilà. IB va nous entretenir. Et puis après, il va vous parler des choses sérieuses. Voilà. On va écouter IB ici. Je vais vous dire sincèrement pourquoi nous sommes à Bobo aujourd'hui. Pourquoi nous avons pris les armes. C'est pour deux raisons. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Rien d'autre que ça. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, sans distinction. Il n'a pas parlé des nordistes, hein. Donc, le gars a parlé des nordistes. Voilà, le gars a parlé des nordistes. On va écouter IB, après on va parler. Maintenant, demain, là, on va écouter, comment il s'appelle? Fologo. Notre combat va aboutir. Notre combat va aboutir parce qu'on croit en Dieu. Si Dieu est vraiment vrai, je ne crois pas que nous allons échouer. Parce que quand je prenais l'engagement devant Dieu, l'autre là, ça crache, hein. L'autre la crache. J'ai dit Dieu. L'autre la crache, non, on va écouter ça là, hein. L'autre la crache, on va écouter ça. Okay. Dieu t'a donné la permission de faire régulier, mais tu es mort dedans. Ce que je vais faire, si le peuple, si vraiment je ne suis pas dans la vérité, ne me donne pas les moyens. Si ce que je veux lancer comme opération militaire, si ça va... Non, il faut que les gens montent d'abord, on va débattre sur d'autres. Hein? Brad, tu vois ça comment? Si c'est que le gars il a dit, et puis on va écouter Ibi maintenant. Ou bien je vois là comment? Est-ce qu'il est là, oui? Je suis là, il y a fond, il n'y a pas de trafic. Fais monter les gens maintenant. Ok.
Et puis maintenant, on va écouter IB maintenant. Là, c'est mieux comme ça. Voilà.